Bonjour, cette séance de français est consacrée à l'étude de texte. On va travailler sur un poème de Stéphane Mallarmé et on va essayer de répondre à 5 questions de compréhension. Pour parvenir à la rédaction d'une réponse claire et cohérente, il faut passer par 3 étapes. La première, c'est comprendre une consigne. L'attention est portée sur la question proposée. La deuxième, c'est structurer les éléments de réponse. L'attention est portée sur le texte à étudier. La troisième, c'est rédiger une réponse. L'attention est portée sur la capacité de rendre compte de façon cohérente de la compréhension et de la question et du texte. L'objectif majeur de la séance d'aujourd'hui, c'est structurer les éléments de réponse. Certes, il est indispensable de comprendre la consigne de chaque question proposée, mais il est clair que le travail sera focalisé sur le texte. On cherchera à mettre en relation les éléments textuels afin de rendre compte du sens du texte et de répondre correctement aux questions proposées. S'agissant d'un poème, il importe d'être attentif au sens de chaque mot employé par le poète. Une explication des mots les plus importants se fera au fur et à mesure de l'analyse du texte. Je commence par vous lire le poème. Il s'agit de Brise marine de Stéphane Mallarmé. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir, là-bas fuir, je sens que des oiseaux sont ivres. D'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux, ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe. Ô nuit, ni la clarté déserte de ma lampe, sur le vide papier que la blancheur défend, et ni la jeune femme allaitant son enfant. Je partirai, steamer balançant à mature, lève l'ancre pour une exotique nature. Un ennui désolé par les cruels espoirs croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs, et peut-être les mains invitant les orages sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages. Perdus, sans mât, ni fertiles îlots, mais, ô mon cœur, entends les chants des matelots. Passons à une lecture globale des questions de compréhension. Première question. Le poème s'ouvre par l'évocation de sentiments négatifs. Quels sont ces sentiments ? Justifiez votre réponse à partir du premier vers. Deuxième question. Le poète trouve une solution pour sortir de son état. Quelle est cette solution ? Relevez un champ lexical qui justifie votre réponse. Troisième question. Comment le poète envisage-t-il d'appliquer la solution ? Justifiez votre réponse en analysant 2 procédés syntaxiques employés dans ce sens. Quatrième question. Dans la deuxième strophe, le poète est interpellé par 2 voix contradictoires. Quelles sont ces 2 voix ? Relevez l'antithèse qu'il exprime et expliquez son effet. Cinquième question. Cette contradiction met en valeur un désir du poète, lequel ? Justifiez votre réponse à partir du dernier vers. Maintenant, on va travailler sur les questions une à une. On alternera la compréhension de la consigne, l'identification des éléments de réponse et la construction d'un sens du poème. Notons que la progression des questions suit le rythme du poème. À la fin du travail, on rattachera le texte à un centre d'intérêt. Première question.
Le poème s'ouvre par l'évocation de sentiments négatifs. Quels sont ces sentiments? Justifiez votre réponse à partir du premier vers. Observons la question. On remarque qu'elle se compose de 3 phrases. Une phrase affirmative. Le poème s'ouvre par l'évocation de sentiments négatifs. Il s'agit d'une information sur le contenu sémantique du poème. Toute information proposée dans les questions est correcte, mais on peut toujours la vérifier. Relisons le début du poème. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Triste est un adjectif négatif. Il s'agit bien de sentiments négatifs. La deuxième phrase de la question est une interrogation. Quels sont ces sentiments? Il s'agit d'identifier les sentiments négatifs, tous les sentiments négatifs exprimés par le poète. La troisième phrase est un ordre. Justifiez votre réponse. On doit justifier la réponse, c'est-à-dire établir un lien entre l'indice textuel et le sens qu'il exprime. Cette phrase impérative, justifiez votre réponse, précise que la recherche de la réponse se fera au niveau du premier vers uniquement. Il s'agit bien de l'ouverture du poème. Relisons le premier vers. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. La chair, c'est l'état extérieur du corps humain. C'est la nature humaine par opposition à la nature divine. C'est le corps par opposition à l'esprit, à l'âme. On peut relire « Le corps est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres ». On peut procéder à une inversion de l'ordre des mots pour mieux saisir le sens du vers. J'ai lu tous les livres. La chair ou le corps est triste, hélas. La conjonction « et » exprime ici un rapport de concession. Elle a la même valeur que « mais ». On peut relire « J'ai lu tous les livres, mais je suis triste encore. J'ai lu tous les livres, et pourtant je suis triste. » Donc, on peut en déduire que le corps du poète souffre. La nature humaine est découragée, abattue. Le poète a beau lire tous les livres, il se trouve affligé. C'est un sentiment de déception qui s'exprime. La lecture maintient le poète dans un état sombre, morose. Il s'agit d'une fatigue à la fois physique et morale du poète à cause de son travail d'écrivain. C'est une désillusion. Il ne suffit pas de satisfaire l'esprit pour que l'homme soit satisfait. Passons à la deuxième question. Le poète trouve une solution pour sortir de son état. Quelle est cette solution? Relevez un champ lexical qui justifie votre réponse. On remarque que cette question a la même structure que la précédente, à savoir affirmation d'un certain contenu sémantique, la solution trouvée par le poète pour sortir de son état, c'est-à-dire dépasser ou se libérer des sentiments négatifs. Interrogation, il s'agit d'identifier la solution. Quelle est cette solution? Et l'ordre. Relevez un champ lexical qui justifie votre réponse. C'est un ordre de justifier sa réponse. Un champ lexical est à relever. On doit regrouper plusieurs mots du poème sous le signe d'un même thème. Relisons
le poème, ou plutôt la première strophe. Fuir, là-bas fuir, je sens que des oiseaux sont ivres, d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux, ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe, ô nuit, ni la clarté déserte de ma lampe, sur le vide papier que la blancheur défend, et ni la jeune femme allaitant son enfant. Je partirai, steamer balançant ta mâture, lève l'ancre pour une exotique nature. Une solution pointe à l'horizon, fuir, là-bas fuir. Il s'agit d'une répétition du verbe fuir appuyée par l'évocation de l'adverbe, là-bas. C'est une insistance sur l'acte salvateur, urgence de fuir, de s'éloigner en toute hâte pour échapper à la morosité et la tristesse, C'est un désir d'évasion, vouloir échapper à la contrainte du travail et à la monotonie. Tous les livres supposent l'idée d'enfermement dans une même activité répétitive et épuisante. Donc, il y a le désir de se libérer du statut de l'écrivain. L'expression là-bas évoque une rupture totale avec ici réel. Je sens que des oiseaux sont ivres. Après la fatigue, il y a l'irruption de la sensation. Le poète cherche à se convaincre des bienfaits de l'évasion, comme s'il voulait répondre à l'appel des oiseaux, de quelques oiseaux. Ce sont des oiseaux ivres, les oiseaux qui se trouvent parmi l'écume inconnue et les cieux. Image de liberté, de grandeur. Donc le poète, accablé par son travail d'écrivain, un travail qui l'assujettit et accapare son temps et son énergie, envie les oiseaux et convoite leur liberté. La solution est donc de fuir, de se libérer. Le champ lexical qui justifie la réponse est relevé tout au long de la première strophe. On note fuir, là-bas, des oiseaux, inconnus, cieux, la mer, partirait, steamer. Le steamer est un bateau à vapeur, un navire. Steamer, lève l'ancre, exotique, nature. Donc, c'est un champ lexical de l'évasion. Passons à la troisième question. Comment le poète envisage-t-il d'appliquer la solution ? Justifiez votre réponse en analysant deux procédés syntaxiques employés dans ce sens. Rappelons que la progression des questions suit le rythme du poème. Le poète évoque un état négatif, ensuite précise la solution qui l'aidera à dépasser cet état, puis décrit la manière avec laquelle il appliquera la solution. La troisième question porte sur la manière avec laquelle le poète envisage de fuir la tristesse et la déception. Deux procédés syntaxiques sont à relever et à expliquer pour justifier la réponse. Relisons une partie de la première strophe, du vers 4 au vers 10. Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux, ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe, ô nuit, ni la clarté déserte de ma lampe, sur le vide papier que la blancheur défend, et ni la jeune femme allaitant son enfant. Je partirai, steamer balançant ta mâture, lève l'ancre pour une exotique nature. Le poète semble fermement décidé à appliquer la solution envisagée par son esprit et suggérée par l'image des oiseaux, fuir, se libérer.
on note la succession des négations. Ni, décision de se libérer des entraves à l'élan, volonté de dépasser tous les éventuels obstacles. D'ailleurs, les obstacles à l'acte libérateur sont évoqués et niés. Il y a d'abord un obstacle d'ordre intime, affectif. Ni les vieux jardins reflétés par les yeux. Le jardin est un espace clos qui renvoie à l'intimité, à l'abri, à la protection. L'adjectif vieux évoque la valeur et le charme de ces jardins. Donc, le poète évoque ici un obstacle lié à sa mémoire affective. Un autre obstacle, nie la clarté déserte de ma lampe. Il s'agit d'un obstacle émanant du travail du poète. La lampe est en rapport avec le travail du poète, l'intimité de son travail. Troisième obstacle, et nie la jeune femme allaitant son enfant. Il s'agit d'une image hantant l'imaginaire du poète, image de maternité nourrissante et protectrice. On peut dire que c'est un obstacle inconscient, un besoin profond d'intimité protectrice des dangers de l'inconnu. La négation a une forte valeur de décision affirmée, d'où la certitude. Rien ne retiendra ce cœur, je partirai. La volonté de partir se concrétise dans une apostrophe impérative. Steamer lève l'ancre pour une exotique nature. Le futur et l'impératif lèvent l'ancre. Je partirai traduisent la certitude du désir de partir. Passons à la 4e question. Dans la 2e strophe, le poète est interpellé par 2 voix contradictoires. Quelles sont ces 2 voix? Relever l'antithèse qu'il exprime et expliquer son effet. Nous avançons dans le texte, mais signalons d'abord l'existence d'un blanc qui sépare la 1re et la 2e strophe. Ce blanc entre les 2 strophes peut être lu comme un moment d'attente, un vide. On peut dire que c'est une attente double. Attente du lecteur qui s'interroge. Le poète réalisera-t-il son rêve? Le poète qui s'interroge, quand est-ce que je passerai à l'acte? Autrement dit, le départ envisagé par le poète dans la 1re strophe est-il devenu réalité? Au lieu de décrire l'acte de partir devenant réalité, le poète évoque son tiraillement entre 2 voix qui l'interpellent ou l'appellent. Le vers 11 représente une chute inattendue. C'est une rupture de l'élan de la conquête. Un ennui désolé par les cruels espoirs. Apparition de l'ennui. Le mot ennui est mis en valeur avec la majuscule. Présence exclusive du sentiment de l'ennui. Donc le départ est suspendu. C'est un ennui désolé. Personnification du sentiment. Le poète devient comme une allégorie du sentiment de l'ennui. La volonté de partir est comme brisée. Retour à l'état initial de tristesse. Pire, il y a une gradation sensible. De la tristesse, le poète
passe à l'ennui. D'où le tiraillement entre deux voies, celle de la curiosité et celle de la crainte. Tiraillement entre une envie de s'ouvrir et d'explorer d'autres horizons et une crainte de se perdre. La curiosité et la prudence orientent une réflexion du poète qui associe la libération à un danger. Et peut-être les mains invitant les orages sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages? La conjonction « et » montre que le poète poursuit une réflexion. Donc, si l'élan de la conquête est suspendu, c'est parce que le poète médite sur l'action de partir. Peut-être introduit le doute. Le poète envisage un scénario négatif pour son départ. Il entrevoit des orages, un naufrage, une perte, perdu sans mât ni fertile îlot. Donc, les causes du ralentissement de l'action se font claires. Doute, peur de l'inconnu, crainte, manque de confiance. Relisant, sont-ils de ceux qu'un vent penche sur le naufrage? Pencher, c'est prendre un équilibre instable. En fait, le départ est une perturbation de l'existence calme et rassurante du poète. Le changement amène toujours le déséquilibre d'une paix initiale. Le passage à l'acte nécessite beaucoup de courage, d'où le tiraillement du poète. Ce tiraillement est exprimé à travers la figure de l'antithèse. Cette antithèse est perceptible au niveau des vers 11 et 12. Relisant, un ennui désolé par les cruels espoirs croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs. Espoir du poète qui attend le départ avec confiance. Mais souffrance du poète, désolé par les cruels espoirs. Le poète est maintenu dans un état d'attente. Par un glissement de sens, le poète se fait lui-même cruel. Il est la cause de sa propre souffrance, puisqu'il retarde son départ. Croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs. Encore, cet adverbe de temps exprime le prolongement d'une attitude confiante et optimiste. Même l'ennui du poète croit en une éventuelle libération, une délivrance prochaine. Croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs. Adieu. Le poète rêve d'une séparation définitive avec une réalité qui afflige et désole. Suprême, exceptionnel. Il s'agit d'un adieu exceptionnel. Toute l'espérance du poète est liée à cet acte de départ. Malgré la lassitude morale et la mélancolie vague, le poète s'accroche à son rêve d'évasion qui est le seul garant de liberté et par conséquent de satisfaction. Donc, l'antithèse associe l'espoir à l'ennui, associe l'attente à un désir d'évasion. Passons à la 5e question. Cette contradiction met en valeur un désir du poète. Lequel? Justifiez votre réponse à partir du dernier vers. Relisons le dernier vers. Mais, ô mon cœur, entends le chant des matelots. Avant de travailler sur le dernier vers,
signalant la présence de 3 points de suspension. Perdu sans mât, ni fertile îlot. Le poète interrompt cette méditation pessimiste et cruelle qui le fait souffrir en plaçant son élan vers l'ailleurs sous le signe de danger. Les points de suspension sont une suspension de la voie de la prudence qui rappelle au poète les dangers qui accompagnent la quête de nouveautés. Le dernier vers montre l'apparition d'une autre voie, celle de la curiosité et de l'ouverture. C'est cette voie qui triomphe dans le dernier vers. Ô mon cœur, entends le chant des matelots. Le poète fait taire les craintes de son cœur. Son argument unique, c'est le chant des matelots. Il donne un ordre à son cœur. Le poète s'exhorte à se libérer de la peur de l'inconnu, car dans cet inconnu, il y a un élément familier et rassurant, le chant. Le lyrisme est aussi du domaine de l'évasion. Les matelots se font un double du poète qui chante, mais eux ont ceci de particulier qu'ils n'ont pas peur de l'aventure, ni de l'inconnu, ni du danger. Ils sont donc un double meilleur. Libres et actifs, ils lancent au poète un chant fraternel, suscitant l'essence. Le poète désire se libérer de son statut d'écrivain, consacré entièrement à l'activité artistique et se complaisant dans un état qui n'aide pas son corps à s'affranchir ni à s'épanouir. D'où l'ordre entend le chant des matelots. Nous avons proposé une réponse entièrement rédigée à cette dernière question. Je lis la réponse. Le tiraillement du poète entre l'appel de l'aventure et la peur de se perdre met en valeur son grand désir de se libérer du statut de l'écrivain consacré entièrement à l'activité artistique. En effet, dans le dernier vers, le poète fait taire les craintes de son cœur et l'encourage à se libérer de la peur de l'inconnu en l'invitant à entendre le chant des matelots. L'adversatif mais, ainsi que l'interjection au, permettent au poète d'interrompre la méditation pessimiste et cruelle qui place son élan vers l'ailleurs sous le signe du danger. À la voix de la prudence répond une autre voix rassurante, car dans cet inconnu rêvé, il y a un élément familier et sécurisant, le chant. Le lyrisme est aussi du domaine de l'évasion, ce qui met en relief une soif du poète d'aller vers une autre dimension de l'être. Cette dimension de l'être est doublement perceptible à travers l'évocation du corps, la chair, et d'une activité qui nourrit l'esprit. Passons à un commentaire du titre qui sera comme une conclusion de notre travail. Brise marine. La brise, c'est un vent peu violent. Dans ce poème, Brise marine est un vent peu violent qui secoue l'imagination du poète et le fait rêver d'une autre situation, d'un autre état où il serait affranchi des contraintes de la création artistique. C'est une lutte intérieure pour faire entendre une voix sourde de l'homme qui veut se libérer de lui-même, agir au lieu de se contenter d'écrire. La recherche de l'exotisme, le désir d'évasion, dans ce poème du 19e,
sera, au XXe siècle, un appel approfondi à la libération de l'homme, notamment du corps. Ainsi, on peut rattacher ce texte au thème « Liberté, j'écris ton nom ». C'est la fin de la séance. Merci pour votre attention.